On se retrouve encore une fois pour ce nouveau numéro des Décryptes Éco. Mesdames et messieurs, bienvenue à tous. Nous allons parler de l'investiture du gouvernement souminois à l'Assemblée nationale, du budget alloué au nouveau programme gouvernemental estimé à plus de 92 milliards de dollars américains. On va chuter avec les dossiers ONIP sur l'identification de la population. Sur ces plateaux, je suis accompagné de Tony Antoine Dibendila. Bonjour et bienvenue sur le plateau. Bonjour Juliette, merci pour cette invitation. Et donc c'est une fois de plus un plaisir pour moi de prendre part. Et donc on va échanger pour tenter d'éclairer les peuples. Voilà, sur ce plateau, je reçois également maître Thierry Kabasoubabo. Bienvenue à vous. Bienvenue Madame Mbelou, merci de l'invitation. Le plaisir est pour moi de partager les plateaux avec vous. Alors, Tony Antoine Dibendila, le gouvernement souminois a été investi dernièrement à l'Assemblée nationale. D'abord, votre réaction par rapport au déroulement de cette cérémonie? Oui, l'investiture a été attendue. Ça fait plusieurs mois depuis que le président de la République, Félix Tshisekedi, avait prêté serment. Et donc, pour que les institutions soient mises complètement en place, il fallait qu'il y ait également investiture du gouvernement. Nous avons suivi les programmes de la Première ministre Judith Souminois, un vaste programme avec plusieurs réformes prévues, un programme évalué à 92 milliards de dollars sur 5 ans, en raison de 18,5 milliards de dollars l'année. On va voir comment est-ce qu'elle va faire pour mobiliser ces fonds, surtout déjà pour 2024. La loi de finances a été votée l'année dernière et donc on verra si elle va se battre pour arriver à atteindre ses objectifs, peut-être pas pour cette année, peut-être pour l'année qui va venir. En tout cas, nous avons suivi et elle s'est défendue, les ministres ont été présentés et là c'est l'heure de passer au travail, parce qu'en fait il y a beaucoup de défis qui attendent ces gouvernements. A sollicité 30 minutes au lieu de 24 heures ou 48 heures. Est-ce que vous pensez qu'elle avait vraiment elle a rencontré les attentes, les préoccupations des députés nationaux? Ben, je crois que aujourd'hui tout a été mis en place pour que les gouvernements soient investis le plus rapidement possible, parce qu'il y a eu assez de temps. En tout cas, il fallait en tout cas passer à l'investiture. Je vis que c'était pratiquement une plénière marathon. Donc voilà, des coutumes, les premiers ministres qui viennent défendre leur programme demandent 48 heures pour aller analyser les questions des élus nationaux, de la représentation nationale. Et donc cette fois-ci c'était en tout cas entre parenthèses exceptionnel. La Première ministre a rapidement réuni les éléments comme demandé par l'Assemblée nationale, parce qu'en tout cas il était question d'investir les gouvernements. Presque tout le monde s'est rendu compte qu'on était en train d'attendre, au fur et à mesure on attendait les temps passés, et là on est pratiquement au milieu de l'année. Et donc voilà, il n'y avait pas de gouvernement, pas d'action d'envergure gouvernementale par conséquent, alors qu'il y a plusieurs défis face à nous, face au peuple congolais. Et donc voilà, ce qui est bien en tout cas, c'est que elle a quand même globalement selon les élus, parce qu'ils ont approuvé ces programmes-là, elle a quand même pu rencontrer les attentes de la représentation nationale. Et là, on veut l'avoir à l'œuvre. 400 députés votants, on parle de 397. Voilà, 397. Et puis il y a eu 8 abstentions. Et donc voilà, ça a été largement approuvé par les élus nationaux. Et donc on va voir le gouvernement ce qu'il sera capable de faire pour les restes de l'année et puis pour la suite. Et donc même pour l'instant, on est en train de regarder. Elle vient à peine de commencer son travail. Il y a eu remise, on a assisté aux cérémonies de remise et reprise, oui. Et elle aussi a pris ses fonctions. Elle aussi a pris ses fonctions juste il y a, je crois, à 24 heures. Et donc, il y a déjà les vendredis conseil des ministres. Et donc, on va regarder ce qui va se passer après et quelles seront ses véritables priorités, parce qu'elle a présenté ses priorités de l'autre côté. Et puis, on verra les véritables priorités sur les terrains. La guerre continue dans l'Est. Il y a la crise socio-économique perpétuelle qu'il faut surmonter aussi. Et donc voilà, tous ces éléments, on verra ce qui ces premières actions vont produire. On va la suivre de près.
Thierry Kassoubabo, maître Thierry, quel est votre avis par rapport au déroulement de ces cérémonies de l'investiture du gouvernement souminois? Bon, madame, comme vous savez, investir un gouvernement relève des exigences légales et notamment de la volonté du législateur qui veut que lorsqu'un président est élu, le président arrive à identifier la majorité parlementaire et au sein de cette majorité parlementaire, il nomme un premier ministre qui va conduire le programme de gouvernance ou le programme de gouvernement. Mais avant que ces premiers ministres conduisent le programme du gouvernement qui reprend en grande ligne le plan qui a été présenté par le projet politique du président public pendant les campagnes électorales, vous allez constater que ce premier ministre est appelé à être investi par la même majorité, conformément, comme je l'ai dit tantôt, à la loi. Mais alors que le premier ministre s'est présenté devant les élus, nous avions remarqué qu'elle était diligente. C'est le constat que nous avions fait, nous, la population, elle était diligente. Comment? Dans ce sens que nous savons dans la pratique, généralement, le Premier ministre demande un peu du temps pour recueillir les préoccupations des députés nationaux. Il se met à travailler dessus pour venir répondre à cela. Mais cette fois-ci, le Premier ministre, madame, elle n'a demandé que 30 minutes. Cela est le reflet d'un gouvernement qui travaille sur l'urgence. Un gouvernement qui comprend qu'il n'a pas de temps. Il y a une urgence qui s'impose. Exactement. Il n'a pas du temps à mettre, sachant bien que la population était en train de demander ce gouvernement depuis longtemps. Et nous savons qu'en République démocratique du Congo, la population a cette pensée que la vie sociale dépend d'un gouvernement en exercice. Et nous savons que tout a été bloqué, c'est ce qui se disait dans la rumeur publique, et que tout a été bloqué. Les gouvernements sortants qui assuraient les affaires courantes ne pouvaient plus procéder en attente d'un nouveau gouvernement entrant. Et dans ce sens que le gouvernement entrant a fait le nécessaire pour préparer un programme, il a soumis aux députés pour leurs sanctions et il n'a pas voulu prendre du temps pour revenir séance tenante. Il a rencontré les préoccupations des députés nationaux et ce gouvernement a été investi. Ça, c'est une bonne chose, une chose à saluer. Mais cela va de soi à dire qu'il est une chose d'être investi ou que le programme de gouvernement soit accepté ou validé par les députés nationaux, parce que ce n'est qu'un programme jusque-là, ce sont des prévisions budgétaires, mais le problème pour nous, population, c'est au niveau de la matérialisation de ces programmes-là. Selon vous, maître Thierry, quels sont les dossiers chauds que le gouvernement devra s'attaquer rapidement? Madame le Président, bon, Madame les journalistes, excusez-moi, je me rends compte que c'est comme si j'étais devant la barre. Excusez-moi. Alors, le Premier ministre, elle a elle-même recensé le point prioritaire. Puisque certains parlent de la sécurité d'abord. La sécurité va de soi avec ce qui est le besoin fondamental, entre autres les besoins sociaux de la population. Vous allez voir que autant nous avons besoin de la sécurité, autant le peuple a besoin de survivre. Voilà, les deux premiers piliers, pour moi, ce sont les bienvenus. Mais le problème, comme je l'ai dit, ça n'a jamais été un problème de prévision, mais c'est un problème de matérialisation et un problème de contrôle qui doit suivre ces programmes d'action ou ces programmes de gouvernement. C'est ce que nous pouvons dire à ce niveau ici. Nous l'attendons sur l'effectivité, sur la réalisation, et la population est dans une attente parce que c'est une dame, ça nous devons quand même les rappeler. Depuis que la République existe, tous les premiers ministres qui sont passés dans ces pays, ça n'a
étaient que des hommes. Mais cette fois-ci, nous avons une dame parmi nous. Nous disons que c'est la maman qui construit la maison. L'État congolais est une nation. La nation, elle représente une famille. La maman est venue, comme elle-même elle a dit, la parité est aujourd'hui effective parce que elles ont combattu, elles ont lutté pour cela. Maintenant, nous avons une dame qui gère le programme, qui conduit le programme de gouvernement, et nous pensons qu'en tant que telle, elle va tout mettre en œuvre pour que les enfants congolais se retrouvent à travers son programme de gouvernance. Alors, Tony Antoine Dibendila, la première ministre Judith Suminwa a également présenté son programme gouvernemental bien avant l'investiture, et un programme qui s'articule autour des 6 engagements prioritaires, à savoir la création d'emplois, le renforcement du pouvoir d'achat des ménages et la construction d'une économie plus compétitive. Un programme évalué à près de 100 milliards de dollars américains. Un montant exagéré quand même? Non, non, je trouve que par rapport d'ailleurs aux défis qui sont les nôtres, je trouve que l'évaluation est modeste, peut-être moindre aussi, mais sauf que c'est la capacité de l'État congolais à réunir ces fonds qui pose quand même un problème. Mais en termes de cette évaluation-là, 92 milliards de dollars sur 5 ans, en tout cas, c'est rationnel parce que déjà, on le sait que l'année passée, la loi budgétaire avait évalué, en fait, en termes prévisionnels, était évalué autour des 14 milliards de dollars. Vous voyez, donc c'est la première ministre dans son programme qui les tend jusqu'à 2028, et donc penser comment est-ce qu'il dit, à mobiliser jusqu'à 18 milliards l'année. En tout cas, il y a rien d'exagéré. Je trouve que c'est modeste, et même en dessous de ce que l'État congolais a véritablement besoin. Mais aujourd'hui, maintenant, il faudra analyser, parce que les programmes de la première ministre se basent sur les 6 piliers du président de la République. Maintenant, il faudra aller y voir en détail. Par exemple, la question de la création d'emplois. J'ai entendu dire, et puis j'ai suivi quelque part dans le détail de son programme, je l'ai lu, et cette création d'emplois va se baser sur les réalités locales. C'est-à-dire que, vous savez, ici, il y a plusieurs informels, des activités informelles qui ne sont pas répertoriées comme des sources de revenus formels. Peut-être que le gouvernement pourra penser comment rendre cela formel par des mécanismes propres à ces activités-là, et puis être classé comme des véritables activités qui produisent des ressources formelles. Et peut-être que je fais allusion aux vendeurs ambulants, ainsi de suite, et même ceux qui vendent dans les coins de nos rues. Et je crois que c'est faisable s'il faudra aller dans ce sens-là, répertorier tous ces gens-là et analyser, voir comment rendre formelles leurs activités. Oui, on peut à un certain moment considérer, mais il faudra vraiment également beaucoup de travail autour de ça, parce que quand le président de la République évoquait plus de 6 millions d'emplois, moi je me dis dans 5 ans plus de 6 millions d'emplois, il doit vraiment y avoir un travail pour l'Office national de l'emploi, ONEM, et pour d'autres fonds créés dans le sens de motiver l'entrepreneuriat des jeunes et de tout le monde en général, tel qu'il faut FOGEC par exemple. Mais il y a aussi, prenons la RESPE, l'autorité de régulation de la sous-traitance dans le secteur privé, qui peut aider aussi en termes de faire gagner des marchés dans la sous-traitance, parce qu'en fait la sous-traitance c'est vraiment un domaine purement congolais, parce que en fait ce sont des nationaux qui doivent bénéficier de ces sous-traitances là. Et donc si vraiment les choses sont accélérées, si vraiment nous allons en ce sens là, oui, il peut y avoir par exemple plus de création d'emplois, mais en termes de millions, c'est maintenant là au niveau de l'État. Et puis on verra à la fin si vraiment il y a eu mais en termes du renforcement du pouvoir d'achat, création d'emplois. Oui, mais cela va de soi. Quand on crée plus d'emplois qui rapportent véritablement quelque chose de décent pour les individus et pour les ménages, cela va de soi. Il y aura directement incidence sur les pouvoirs d'achat
mais d'autre part, en termes des pouvoirs d'achat, il faudra également maîtriser l'inflation ou encore maîtriser l'appréciation du franc congolais face aux devises étrangères. Ça pose aussi problème. On vient de vivre une série de dépréciations de la monnaie nationale. Ça aussi, donc, je crois qu'avec l'histoire, avec les mécanismes mis en place, mais c'est aussi dans la durée, en termes de la dédollarisation de l'économie nationale, ça peut aussi apporter quelque chose si cela est suivi de près, parce que déjà il y a des économistes, parce que dès les 31 juillet prochains, il y aura les paramétrages des TPI, des terminaux de paiement électroniques uniquement en francs congolais, mais d'autre part, il y a des économistes qui estiment que cela pourrait engendrer l'inflation des biens et services ici en RDC. Bon, ça dit maintenant à ces niveaux-là, la Banque centrale, les économistes du pays, les experts doivent réfléchir pour savoir comment amener progressivement et de la très bonne manière la dédollarisation de notre économie qui pose énormément de problèmes sur le pouvoir d'achat des Congolais. Et donc, en termes de pouvoir d'achat, si déjà l'État arrive à créer plus d'emplois qui apportent plus de revenus dans les familles, ça va dans les ménages, ça va déjà influencer positivement les pouvoirs d'achat. Et de l'autre côté, on arrive à vraiment maîtriser notre économie en termes sa dédollarisation. Donc voilà, parce qu'aujourd'hui, c'est déjà compliqué. Quelqu'un qui est payé en francs congolais, qui doit aller payer les loyers en dollars, c'est compliqué. Les francs congolais qui perdent tous les jours de la valeur, et les bailleurs vous disent non, voilà, moi c'est 200 $ le mois et vous allez payer en dollars. Et si les francs congolais perdent de la valeur, vous gardez l'ancien salaire, vous voyez ce que ça fait. Donc il y a un déséquilibre. Un véritable déséquilibre, et cela porte un véritable coût en termes de pouvoir d'achat des individus. C'est pourquoi justement, moi j'ai dit, il y a les 6 piliers, il y a les pouvoirs d'achat, il y a la sécurité des Congolais. Un autre grand défi, un véritable défi, parce qu'il n'y a pas longtemps, il y a eu une attaque terroriste des ADF. Une quarantaine de Congolais sont décédés. Donc, il y a des attaques comme ça. Il faut arriver à sécuriser la République. Et pour ça, j'ai entendu, ce que j'ai apprécié, c'est le fait que Madame la Première ministre, dans son programme, reste dans la logique de l'augmentation des moyens à la fois financiers et matériel aux forces armées de la République démocratique du Congo. Mais je crois qu'il faudra renforcer les FARDC, mais renforcer aussi la police. Vous voyez, parce que ça va de soi. Si les forces armées arrivent à nettoyer les zones infectées par les groupes armés, et après c'est la police qui doit maintenir l'ordre. Et donc, déjà ici même à Kinshasa, on voit parfois il y a des écarts de certains éléments de la police, justement parce que parfois la solde ne répond pas à leurs besoins mensuels ou aux besoins de leur famille. C'est déjà assez compliqué. Et donc moi je crois que la question de la sécurité aussi, comme la Première ministre reste dans la logique de l'augmentation des moyens, il doit y avoir, déjà elle sera soutenue par la loi de la programmation militaire, cette loi là qui fera en sorte que les FARDC aient assez de moyens. Il y a eu déjà il n'y a pas longtemps le lancement d'une industrie de fabrication de munitions localement ici dans le Haut-Katanga, et donc on est déjà dans la mise en pratique de cette logique là, c'est-à-dire d'augmenter d'une part de viabiliser l'industrie militaire en RDC, ou de les rendre carrément formels. Et donc voilà, donc moi j'estime que on a assez de défis, et c'est en termes des fonds à mobiliser durant les 5 ans de la Première ministre. Je crois que c'est une somme modeste, mais les défis restent à les mobiliser. Parce que c'est déjà, on est dans la prévision. On peut évoquer les ressources étatiques ou non étatiques, on peut évoquer les partenariats publics-privés, ainsi de suite, mais il faudra vraiment que cela se ressente dans les trésors publics. Vous voyez, donc j'ai évoqué la question de l'aspect sécuritaire, et donc on soutient cet état des choses, mais que les moyens suivent pour qu'il y ait véritablement retour de la paix dans l'Est. Parce qu'aujourd'hui, on s'est rendu compte qu'on ne peut plus compter sur les partenaires étrangers. Bon, peut-être la SADC qui quand même joue un rôle, les partenaires de la région, quelques partenaires de la région, comme l'Afrique du Sud et autres. Mais jusque là, par exemple, l'histoire de Luanda,
vous voyez, il y a des échanges diplomatiques, ainsi de suite. La feuille de route de Luanda là, ne marche pas. Et puis, pardon, de Luanda ne marche pas. Et puis l'Angola, qui fait partie de la SADC, n'a pas envoyé les troupes pour aider la RDC. On a vu quand même l'Afrique décider d'autres États. Et donc, aujourd'hui, on s'est rendu compte qu'on ne peut pas faire confiance aux partenaires internationaux, la France, les États-Unis. On ne peut pas compter sur eux. Et donc, on ne peut que compter d'abord sur nos propres capacités, c'est-à-dire sur les FARDC. Et ensuite, on peut compter sur certains partenaires régionaux, membres principalement de la SADC, parce qu'on a essayé avec l'EAC, nous avons vu les retombées. Et donc, aujourd'hui, l'État congolais doit mettre plus de moyens pour renforcer la capacité militaire des FARDC et qu'enfin nous puissions retrouver définitivement la paix dans cette partie fragilisée de notre République. Très bien. Maître Thierry, Judith Suminwa a présenté son programme dernièrement, son programme gouvernemental évalué à près de 100 milliards de dollars américains, en 5 ans. Selon vous, où va-t-elle puiser des ressources nécessaires et les moyens de sa politique? Madame, nous avions constaté que ces pays, en termes de son budget, est en train de connaître une croissance numérique importante, mais seulement qu'à ce niveau, nous pouvons les relever que les problèmes ne se posent pas au niveau de la mobilisation des recettes. Parce que nous avons des régies financières qui peuvent garantir à ce que ces montants-là soient atteints. Et déjà, ce travail a été amorcé par son prédécesseur à travers le ministère des Finances. On a vu des mécanismes qui ont été mis en place de façon à atteindre le budget que l'ancien Premier ministre avait présenté. Et ici, avec le travail qui est fait, les régies financières, la DGDA, la DGI, sur les recouvrements ainsi que les taxes par-ci et par-là, nous sommes dans l'assurance que ces montants, ou même bien plus, s'il y avait même bien plus, ça pouvait être atteint parce que nous savons que dans ces pays, il y a l'argent. Il y a l'argent, mais c'est l'argent circule dans l'informel. C'est ça le problème. Comme cela a été relevé par notre ami en face, l'argent est dans l'informel. Il faut mettre un mécanisme de façon à faire entrer cet argent qui est dans l'informel dans les circuits ou dans les systèmes financiers formels, de façon à numériser ou de façon à identifier de manière claire comment chaque année, comment chaque gouvernement qui peut entrer peut arriver et avec un contrôle suivi à travers les services de contrôle, entre autres l'IGF qui accompagnent pour atteindre les assignations budgétaires telles que définies dans le budget qui est présenté devant l'Assemblée nationale. Pour nous, nous estimons que ces budgets est moyennement réalisable dans la mesure où les services mobilisateurs des recettes ont travaillé avec l'ancien gouvernement, vont travailler avec les nouveaux pour atteindre les assignations. Pour nous, c'est très faisable. Mais que répondez-vous à ceux-là qui disent que c'est un montant exorbitant, c'est un programme qui va échouer? Madame, nous disons, nous qui sommes dans la société, nous disons que dans ces pays, il y a l'argent. Tout le monde le dit. Et nous savons que 92 millions, 100 millions, 500 milliards, 92 milliards, d'ailleurs, c'est un budget très modeste. On pouvait même aller au-delà. Mais le problème dans ces pays, c'est le problème du circuit financier formel. Nous savons qu'il y a l'argent. Lorsque nous parlons de tout ce qui, tous les dossiers de corruption et tous les dossiers de gabégie à gauche à droite, cela est un signe qu'il y a l'argent dans ces pays. Mais il se pose un problème. Le problème est que l'homme congolais est installé dans un système de corruption qui ne veut pas que les circuits financiers suivent, soit dans un système qui permet à l'État congolais de recouvrir ce qui lui revient en termes d'impôts, en termes de taxes. L'argent dans ces pays, il y en a. Mais seulement que le gouvernement,
comme il a la responsabilité de tout mettre en œuvre de façon à bloquer le système préétabli qui veut que le pays soit dans un système informel de façon à empêcher les trésors publics à recouvrir ce qu'il faut et de façon que le budget soit à la hauteur de répondre aux besoins de la population. Selon vous, qu'est-ce que la population peut attendre réellement de ce programme gouvernemental? Déjà, en parcourant le programme, je l'ai quand même parcouru rapidement en venant ici. Le 6 piliers tel que présenté par le Premier ministre à l'Assemblée nationale, nous pouvons espérer à beaucoup de choses. Mais seulement que, comme je l'ai dit tantôt, ou je l'ai dit dès l'entame de cette émission, le problème avec ces gouvernements où les prévisions budgétaires ne sont pas le problème des prévisions budgétaires. Mais c'est le problème de l'organisation, du commandement, de la coordination et du contrôle pour rendre matériel ces prévisions budgétaires. C'est-à-dire, nous, ce que nous attendons en tant que population, nous attendons que les prévisions telles que présentées par palier. Parce que si vous prenez le discours de Madame le Premier ministre, vous allez vous rendre compte qu'elle est détaillée. Pour chaque palier, elle explique comment elle peut atteindre sa matérialisation. Mais le vrai problème, ce n'est pas la prévision comme telle. Le vrai problème, les mécanismes qui accompagnent ces prévisions pour atteindre les seuils prévus ou les attentes que nous, population, nous pouvons mettre dessus. Ainsi, pour nous, nous estimons que le gouvernement entrant peut renforcer le travail qui est fait aujourd'hui l'IGF, ainsi que la chaleur que prend de plus en plus la Cour des comptes, de façon à accompagner le contrôle interne, le contrôle externe, pour permettre à mobiliser plus de recettes, parce que plus nous avons des recettes mobilisées, plus ces recettes ils seront déversées dans la matérialisation de projets ou de piliers tels que c'est là défini dans le budget qui a été présenté. Ainsi, pour nous, nous estimons que si le contrôle est accompagné, le contrôle actif, le contrôle actif interne et externe est accompagné, nous pouvons au moins espérer avoir le prévision, rencontrer la matérialité des attentes gouvernementales et la population tirera profit quant à ça. Je reviens à vous. Tony Anthony Bendila, avant de prendre les dossiers ONIP sur l'identification de la population, quelles sont vos recommandations pour ces gouvernements? La première des choses, c'est que la Première ministre doit prendre à bras le cœur, doit faire sien les priorités du chef de l'État. Non, les 6 piliers. Dans son propre programme. C'est aussi ça d'abord. C'est-à-dire porter son propre programme. Vous voyez, c'est un texte, c'est un document riche, on parle ainsi de suite. Mais j'ai suivi d'ailleurs un élu l'évoquer à l'Assemblée nationale. Nous avons vu plusieurs programmes du gouvernement. Voilà, et après, d'ailleurs, on a exigé qu'il y ait, après l'application d'un programme, que les premiers ministres reviennent à chaque fois pour faire rapport. Parce qu'on s'est rendu compte on vient présenter le programme est approuvé, et après, on n'évalue pas la mise en application de ces programmes. Donc, moi, la première des choses, c'est de demander à la Première ministre de faire vraiment sien ces programmes du gouvernement, de porter vraiment ces programmes du gouvernement, et après, de prendre comme priorité les vraies exigences du peuple. Il y a la sécurité, il y a l'amélioration des conditions socio-économiques. D'ailleurs, là, sur l'amélioration, des conditions socio-économiques, il y a un grand pas. Il y a la gratuité de l'enseignement de l'école primaire. Gratuité de la maternité. Les présidents de la République avaient d'ailleurs promis de ramener cette gratuité jusqu'à 6e. Aujourd'hui, comment est-ce qu'on l'appelle? 8e.
Non, en fait, non, jusqu'à l'obtention des diplômes d'État, c'est-à-dire à la phase terminale du secondaire, le président l'avait promis, c'est déjà une bonne chose. Et puis, il y a la gratuité, il y a la couverture santé universelle. Aujourd'hui, on a déjà, grâce à cette couverture santé universelle, la gratuité de l'accouchement et la prise en charge de l'enfant et de la femme qui vient d'accoucher. Donc voilà, ça c'est déjà, elle peut se reposer sur ça et voir comment l'étendre, comment étendre la couverture santé universelle dans d'autres aspects, dans d'autres aspects prévus. Ça va déjà alléger la tâche en termes des conditions sociales des Congolais. Et puis, il y a pour les infrastructures, les programmes de développement local de 145 territoires. Donc il y a déjà des bases. Et elle ne peut que s'asseoir sur ces bases pour prolonger l'action et l'application de ces programmes-là. Donc voilà, moi je vous dis ça, ce sont vraiment des grandes priorités. Et puis il y a la question de la sécurité. La question de la sécurité, il y a la loi des programmations militaires. Qu'elle se repose sur cette loi des programmations militaires, que l'industrie de l'armement soit vraiment mise en place, qu'elle devienne vraiment formelle, qu'il y ait plus, qu'elle agisse pour qu'il y ait plus de moyens à l'endroit des forces armées de la République démocratique du Congo, parce qu'on ne peut que compter sur les FARDC pour mettre fin à l'insécurité dans l'Est. Et après, on verra la suite, la création de l'emploi aussi, la création de l'emploi. Et tout ça pour arriver à les rendre en fait, à les mettre en place, il faudra qu'il y ait plus de recettes. Et donc, elle doit se reposer sur l'action de l'inspection générale des finances, par exemple. Il y a la PLC, il y a la CNRF, il y a la Cour des comptes. Toute cette constellation-là des institutions qui aident à contrôler les finances publiques, qu'elle se repose sur ça pour qu'il y ait véritablement des recettes dans les caisses de l'État et que l'État arrive à poser ses actes. Parce que la réalité est qu'il peut y avoir des bonnes volontés, ou la bonne volonté sur papier, mais l'application sur le terrain pour que les Congolais lambda sentent vraiment qu'il y a quelque chose qui s'est fait. Vous voyez, donc, moi, s'il faut apporter quelques éléments, c'est d'abord qu'elle porte véritablement son programme et qu'elle reste attachée aux véritables priorités. J'ai cité ici la sécurité, l'amélioration des conditions socio-économiques, qui inclut les programmes déjà mis en place et l'extension de ces programmes, mais aussi la création de l'emploi et tout ça pour les jeunes. Vous voyez, c'est plus de 50% de jeunes, la population congolaise. Et tout ça, ça exige plus de moyens. Il faut se reposer sur les institutions de contrôle, l'inspection générale des finances, et ainsi de suite. Mais que l'Assemblée nationale fasse aussi son rôle. Les contrôles parlementaires, qu'il y ait contrôle. Il faut le dire aussi. L'Assemblée nationale doit jouer son rôle. S'il y a des ministres qui vont se méconduire, qu'ils soient sanctionnés. Donc voilà, en fait, l'ensemble de ces actions-là peuvent aider, en tout cas, à faire avancer et à rendre effectifs les programmes du gouvernement, parce que jusque-là, ce n'est que sur papier. D'ailleurs, j'ai entendu un ami dire, ben écoutez, ça, on a déjà entendu. D'ailleurs, elle ne pouvait pas venir nous lire un programme, elle devait dire carrément, bon, moi je vais appliquer ce que les autres ont dit. Ben, ça ne fonctionne pas comme ça. On ne peut pas prendre les choses aussi à la légère. Donc voilà, en quelque sorte, la première ministre, c'est moi, je pourrais demander à notre maman Judith Suminwa Tuluka. Maître Thierry Kabasoubabo, si on vous demandait de faire des recommandations, ce sera quoi le message fort par rapport à ces programmes gouvernementaux? Madame, nous l'avions dit, on continuera de le dire, la population attend 92 milliards dans son assiette. Je peux même m'arrêter là. Cela veut tout dire. C'est-à-dire que pour nous qui sommes allés à l'école, on peut comprendre lorsqu'on parle des milliards. Mais pour ceux qui sont là au village, pour ceux qui sont derrière le coin reculé, ils ne veulent pas entendre parler de vos milliards ou d'un milliard qu'ils ne voient pas dans leur assiette. Ils veulent des actions. Ils veulent voir ces 92 milliards, ces 98 milliards
92 milliards. 92 milliards. Plus de 92 milliards. C'est matérialisé sur ce qui concerne principalement l'ère sociale. Et le social ici, c'est le manger. Et deuxièmement, nous l'avions dit, notre ami d'à côté l'a dit, qu'il y a des bases sur lesquelles elle peut s'appuyer. Elle peut s'appuyer parce que nous sommes dans une continuité d'un mandat d'un chef de l'État qui est encore là. Et il y a déjà quelque chose qui est fait en termes de basiques. Elle peut travailler dessus, entre autres, sur l'enseignement primaire, qui doit maintenant viser la qualité, parce que il est une chose que le programme de la gratuité a été lancé, mais il se pose un problème par rapport à la qualité de cet enseignement-là. Et de plus en plus, les gens posent problème en ce qui concerne l'engagement des enseignants dans les écoles publiques où la gratuité est appliquée. De plus en plus, on voit de familles, de parents prendre des élèves, le faire partie des écoles où la gratuité est appliquée pour les amener ailleurs. Or, le problème, ce n'est pas la gratuité, mais c'est un problème de la qualité de ces programmes-là qui est bénéfique pour nous, population, parce que ça allégit les tâches de parents. Alors, de même qu'en ce qui concerne la gratuité de la maternité ou de la couverture santé, et encore là, il y a encore le même problème de la qualité qui continue, qui demeure. Nous pensons que si elle travaille dessus, il y a déjà quelque chose qui est fait. Elle peut maintenant travailler sur la qualité de ce qui est déjà amorcé, de façon que la population ressente ces différents mécanismes, ces différents mécanismes mis en place de façon à les faire sortir de tout ce qui est de tout ce qui a été hier un souci pour la population. Voilà. L'inspection générale des finances dit constater des irrégularités dans le contrat au NIP Afritech concernant l'identification de la population, un contrat conclu à hauteur de 697 millions de dollars américains. L'IGF pointe du doigt les ministres sortants de l'Intérieur, Peter Kazadi. Votre réaction rapidement. Madame, je confonds trop l'auditoire. C'est pas grave. Nous commençons par féliciter l'IGF. Nous pouvons espérer avec ces services que ces pays, si on continue, si tous les autres services emboîtent un peu les pas, on peut espérer à ressentir les 92 milliards dans nos assiettes telles que nous sommes en train de les relever. Madame, cela est devenu une pratique dans ces pays. Lorsqu'il y a un programme, un projet gouvernemental lancé, il y a des gens, que je peux dire mal intentionnés, qui s'organisent de façon à profiter de l'exécution de ces projets-là pour se retrouver ou pour soutirer ou pour détourner ce qui doit être le dernier à servir à la communauté ou à la population ou à l'intérêt général. Madame, je l'ai lu en entrant rapidement ici, c'est inacceptable de voir que l'État congolais peut conclure un contrat avec une société que je peux qualifier de mallettes. Parce que ça, ce n'est pas moi qui l'ai dit, c'est le rapport de l'IGF qui dit que la société Africatech n'a pas de ressources pour assurer sa part de contrat dans ces projets. Oui. Ce n'est pas moi. C'est les observations de l'IGF qui a même demandé des réponses satisfaisantes avant de laisser que ces projets soient exécutés. Parce que la République a déjà déversé 20 millions pour ces projets, mais l'autre partie à qui on a réservé plus de bénéfices dans l'exécution de ces projets n'a pratiquement rien. Et là, nous félicitons encore davantage l'IGF qui ne s'est pas limité seulement à analyser ces projets sur le plan national. Il a même écrit à la société
à la société, je peux dire centrale, avec qui Afritech qui travaille, la société Arménia, si je ne massacre pas les noms, une société installée en France, avec qui Afritech qui travaille en collaboration. Idemia. Cette société a renseigné à l'IGF qui ne reconnaît pas d'avoir conclu un contrat avec la République à l'auteur de chiffres qui sont avancés. Alors là, on comprend, comme d'habitude, dans plusieurs projets de ces pays, un groupe de gens s'organisent de façon à accorder le projet à des sociétés mallettes ou à des sociétés fantômes, et ils profitent avec de pourcentages ou de commissions dessus, et ce sont des pratiques à dénoncer. Et nous espérons qu'avec l'arrivée de la nouvelle équipe gouvernementale, ces choses doivent quand même prendre fin une fois pour tout, et espérer avoir une république de gens conscients qui comprennent que nous n'avons qu'un seul pays, nous n'en avons pas deux. Tony Antoine Dibendila, concernant ces dossiers ONIP Afritech, comment jugez-vous les propos de l'inspection générale des finances, et qu'est-ce qu'on peut réserver comme sanction à ces gens? Je crois qu'il faut revenir au début de la question pour permettre au peuple de se faire une opinion claire. Très bien. La République démocratique du Congo, le peuple congolais n'avait pas de carte d'identité, et cela faisait plusieurs décennies. Le président Tshisekedi, arrivé au pouvoir en 2019, a dit niet, c'est fini cette histoire. On ne peut pas être un peuple et sa carte d'identité. Durant les 18 années de l'ancien président Joseph Kabila, les Congolais n'avaient pas de carte d'identité. On utilisait des petites cartes là inutiles qu'on utilisait pour aller voter. D'ailleurs, on trépatuait les résultats. Et ce sont ces mêmes cartes-là qu'on utilisait, qui faisaient office des cartes d'identité. C'était inadmissible. Et le président Tshisekedi a dit, c'est fini cette histoire. On doit avoir des cartes d'identité. C'est comme ça que l'ONIP a été activé, véritablement activé, l'Office national d'identification de la population, pour mener à bien ces projets. Et donc, dans la quête des pouvoirs, offrir aux Congolais des cartes d'identité nationale, ONIP a signé un contrat avec Afritech Idemia, groupement Afritech Idemia. Et les processus ont commencé, mais après, c'est l'inspection. Oui, les processus ont commencé dès le départ. C'était compliqué. Le président de la République, Félix Tshisekedi, avait ainsi sa carte. Cela faisait plusieurs mois. Après, il n'y a plus rien. Après, il y avait des choses qui n'étaient pas assez claires. L'inspection générale des finances s'est immiscée dans les affaires pour voir véritablement ce que disaient ces contrats-là. Et le verdict est tombé. La presse l'a appris à travers une correspondance envoyée par l'IGF à l'ancien vice-premier ministre de l'Intérieur, Peter Kazadi, parce qu'en fait, ONIP, cette institution-là, dépend du ministère de l'Intérieur. Et on apprend que les contrats étaient truffés des irrégularités graves. Par exemple, dans ces contrats-là, il est dit que Afritech Idemia, qui d'ailleurs n'a pas assez, selon l'IGF, n'a pas assez de moyens pour financer, parce que les contrats est évalué à plus de 600 millions de dollars, et je crois plus de 500 millions seront pris en charge par Afritech Idemia. Mais en réalité, cette Afritech-là, selon l'inspection générale des finances, n'a pas assez de moyens pour financer ces projets. Et l'État congolais avait également une part de, je crois, 100 millions de dollars pour financer ces projets. Mais après, on se rend compte que, d'abord, Afritech Idemia n'avait pas de moyens pour financer les projets tels qu'ils définis dans le contrat. Afritech Idemia avait demandé des garanties au gouvernement pour qu'Afritech puisse aller prêter l'argent, emprunter l'argent quelque part dans une banque commerciale locale. Et donc, l'IGF a dit que ça ne pouvait pas passer. Et voilà ce qui se passe aujourd'hui. On bloque parce que Afritech Idemia
vous l'êtes garanti pour aller emprunter quelque part dans une banque mais commerciale. Mais qu'est-ce qu'on peut réserver comme sanction mais après, l'IGF a estimé que l'Afritec n'avait pas de moyens. Et au-delà de ça, IDEMIA, qui est mentionné là, n'est même pas connu par IDEMIA France, la maison mère d'IDEMIA qui serait collaborateur dans ces projets. Ce sont des irrégularités exagérément graves. C'est très grave. Mais aujourd'hui, maintenant, qu'est-ce qui se passe? L'IGF bloque la question et veut voir clair. Maintenant, s'il faut parler des sanctions, ainsi de suite, mais il faut d'abord que les enquêtes aillent jusqu'au bout, que les responsabilités soient établies. Et l'IGF avait écrit au ministre de l'Intérieur, à l'ex-ministre de l'Intérieur, parce que, en fait, c'est lui qui était ministre des tutelles. Ministre des tutelles, c'est lui qui devait surveiller l'application la mise en application de ces contrats-là. Et donc, on a écrit, et puis l'IGF va attendre des réponses. Mais donc, en réalité, aujourd'hui, que les enquêtes se poursuivent, et puis quand les responsabilités seront établies, et on verra quoi faire, s'il faut donner ces contrats-là à quelqu'un d'autre pour que les processus se poursuivent, ou carrément s'il faut continuer avec Afritec, mais avec des nouvelles bases, donc aller à partir des nouvelles bases. Donc c'est ça, il faut attendre que les responsabilités soient établies. Mais la situation aujourd'hui en tout cas est très grave, parce qu'en fait c'est un projet du président de la République porté par Félix Tshisekedi en personne, que certains veulent saboter. Merci en tout cas d'être passé. Nous sommes arrivés à la fin de l'émission. Merci Julie. Merci à vous également, maître Thierry Kabasoubabo, d'être passé. Merci beaucoup, madame. On se retrouve prochainement, j'espère. Merci. Et voilà, mesdames et messieurs, c'est la fin de cette émission. Merci à vous de l'avoir suivi. On se retrouve prochainement.